Bonjour Thomas. Bonjour à toutes et à tous. On va juste faire une petite introduction. Thomas, ce matin, qualité de données. Ouais, on va voir un petit peu dans Edil comment on peut améliorer la qualité de ces données, comment on peut la gérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des doublons, pour inciter les utilisateurs à justement faire attention quand on enrichit le CRM à pas créer des doublons ou créer des entrées en double. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. On a un super outil de dédoublonnage qui est vraiment un outil qui marche très très bien. On l'a conçu à la base d'ailleurs, pour la petite histoire, avec des mutuelles. Des mutuelles dans l'assurance qui gèrent beaucoup de data forcément. Et voilà, on avait voulu faire un outil qui pourrait vraiment aller très très loin et qui pourrait même aller chercher les doublons, les jumeaux. Voilà, parce que ça c'est un vrai problème quand on travaille sur beaucoup de données. Ils ont beaucoup de similarités forcément ces jumeaux. Même nom de famille, parfois des prénoms ressemblants, éventuellement des adresses qui sont les mêmes, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'on a conçu avec nos clients sur des exemples de... C'est un travail de co-développement. On appelle ça maintenant le big data, mais voilà, c'était du co-développement, voilà, partenariat avec quelques clients mutuels. Et ça fait un petit moment déjà qu'on a ce moteur de dédoublonnage, donc il a vraiment bien fait ses preuves. On a ajouté des petites améliorations au fil de l'eau. Par exemple, maintenant, il supporte les coordonnées des réseaux sociaux. Évidemment, à l'époque, 2010-2011, c'était un peu moins d'actualité. Voilà, donc il a été conçu il y a un petit moment avec avec vraiment des clients qui avaient des grosses problématiques de données, et on l'a renforcé au fil de l'eau, à chaque version, pour un petit peu actualiser ses capacités. Et puis faire en sorte qu'il puisse vous permettre de gérer vraiment vos doublons avec une grande précision. Allons-y. Alors, la qualité de données, ça a un objectif, enfin, un des nombreux objectifs, ça va être d'améliorer la rentabilité de toutes vos actions, que ce soit des actions commerciales ou marketing. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu commencer avec cette accroche. Au programme aujourd'hui, donc Thomas vous en a parlé, on va aborder la thématique des doublons dans la base de données. Donc on va vous présenter le moteur de dédoublonnage, vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Ensuite, la qualité de données, ça se fait aussi au fil de l'eau. Donc Thomas va nous montrer 2-3 trucs pour enrichir les données que vous rentrez dans le CRM. Non seulement les enrichir, mais en plus les mettre en bonne forme avant de les entrer dans le CRM. Et puis enfin, le dernier aspect de la qualité de données, parce que vous avez des utilisateurs qui sont constamment branchés sur le CRM et qui, à longueur de journée, alimentent le CRM de données. Le dernier thème, ça va être de guider la saisie des utilisateurs, parce que vous pouvez gérer à un instant T la qualité des données qui sont actuellement en base, mais c'est toujours plus intéressant de le faire au fil de l'eau. Et pour ça, il faut guider la saisie de vos utilisateurs. Et ce thème va être abordé tout au long du webinaire de ce matin. Le premier sujet, Thomas, écarter les doublons. Oui. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur le problème des doublons ? Alors, travaillant au marketing, j'en sais quelque chose, la qualité de données. Non, écarter les doublons, ça a plusieurs avantages. C'est que ça va permettre à toute l'entreprise d'être plus efficace, plus productive, mais également de prendre des décisions en se basant sur des données qui sont vraies. Côté commerce, on va vraiment être à la recherche de l'efficacité, c'est-à-dire que si on peut trouver un contact rapidement, voilà, vos commerciaux ou vos conseillers, si on est dans un cadre de centre de contact, seront plus efficaces parce que plus rapides. C'est aussi une recherche de la traçabilité. Là, on est peut-être sur un service consommateur, par exemple, ou ce genre de problématique. C'est bien d'avoir un dossier unique par client parce que, je ne sais pas si vous avez eu le cas, mais quand on a plusieurs dossiers qui sont en cours dans une même marque et qu'on a différents numéros de dossier, etc., c'est vraiment pénible d'avoir le conseiller qui n'a pas une vision unique de notre fiche. Il y a ça, puis aussi les opportunités, quoi. Alors ça, j'ai déjà vu moi des exemples sur le oui. terrain avec 2 prospects créés, 2 opportunités suivies en parallèle par 2 personnes de l'entreprise. Et alors là, évidemment, on commence à rentrer dans des
J'espère que des, c'était pas chez nous. des parce vrais que- contre-exemples non, c'était pas chez nous, mais bon voilà, après bon, ça peut arriver, il peut y avoir des erreurs, etc. Un prospect peut être connu sous plusieurs noms, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des fois il y a des subtilités, hein, c'est pas toujours évident. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'éviter absolument ces scénarios où on aurait deux personnes de l'entreprise qui suivent le même client avec deux visions et deux dossiers différents. Et de prix différents. Et alors là, voilà, on s'embarque dans des choses très contre-productives. Voilà. Côté marketing, ça va vous permettre, le fait d'avoir des données de qualité, ça va vous permettre d'optimiser le retour sur investissement de vos différentes actions de communication. À chaque fois, je reprends cet exemple. On a un client chez Idyll qui s'appelle La Redoute. Je ne sais pas si vous vous souvenez du catalogue La Redoute, l'ancien, là, celui qui ressemblait à un annuaire. Si vous avez des données de mauvaise qualité, eh bien c'est autant d'annuaires, autant de catalogues qui sont perdus dans la nature et autant de frais d'envoi qui sont gaspillés, disons. La qualité de données, ça va vous permettre également de segmenter très finement votre base client et du coup d'adapter la communication que vous allez avoir auprès de vos prospects. Et puis enfin, côté direction, alors on ressort toujours cette statistique, c'est que 30% des décisions qui sont prises en se basant sur de mauvaises données, en tout cas des données de mauvaise qualité. Alors Thomas, en préparant le webinaire, il m'a dit les 30% ils sont un peu optimistes, ça peut même être jusqu'à 50% dans certains cas. Donc voilà, tous ces arguments, normalement, sont faits pour vous convaincre qu'il faut gérer la qualité de vos données. Voilà, parce que les bénéfices en seront nombreux. Et puis un enjeu aussi derrière tout ça, c'est l'adoption de l'outil. Parce que vous cherchez un dossier client et vous le voyez apparaître 4 fois dans le CRM. Déjà ça commence mal. Vous vous dites qu'est-ce que c'est que cet outil, la chambre est très mal rangée. J'ai une action à mettre sur ce client, je ne sais pas où le mettre. Voilà, ça participe aussi à cette adoption par les utilisateurs et puis à tous les niveaux, la direction, le marketing. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet à surveiller de près au début du projet CRM, mais aussi tout le long de la vie du CRM. Allez, on rentre dans le dur. Thomas, Allez, on y va. Hop. ta tactique. Alors d'abord, un plan tactique. Alors voilà, il faut faire un petit peu comme Didier Deschamps, il faut travailler avec son équipe si on veut obtenir les meilleurs résultats. Pour ça, il y a quelques petites tactiques qu'on peut mettre en place dans son CRM. D'abord, quand on prospecte un client, très souvent on va avoir envie de le créer dans le système. Et justement là, c'est là que ça démarre. C'est que plutôt que de forcément créer dans le système, il faut d'abord rechercher dans le système. Et donc vérifier qu'on n'a pas déjà un dossier pour ce prospect ou pour ce contact qu'on pourrait venir compléter plutôt que de forcément créer un nouveau contact qui potentiellement pourrait arriver en doublon. Donc déjà ça c'est une démarche qu'on peut avoir, rechercher dans le CRM et rechercher bien, vérifier bien que avant de créer une nouvelle entrée, vous n'êtes pas en train de créer un doublon. Deuxième tactique, donc là c'est plus du point de vue de l'administrateur, c'est faciliter la recherche. C'est-à-dire que c'est bien beau de rechercher dans le CRM, mais on l'a dit, il y a tellement de subtilités. Un compte, par exemple, ça peut être connu à travers son enseigne, peut être connu à travers le nom du groupe. On a aussi, on peut avoir des initiales. Donc il peut y avoir différentes subtilités avec des filiales, etc. Essayons de donner un maximum de fonctions de recherche, des critères bien optimisés. Donc ça, dans Idyll, on a la possibilité de faire beaucoup de choses pour justement optimiser un petit peu les fonctions de recherche. Et de sorte que l'utilisateur retrouve le plus facilement possible un enregistrement déjà existant. Encadrer la saisie. Donc là, effectivement, l'idée, c'est vraiment de proposer à l'utilisateur de saisir assez tôt tout ce qui va permettre d'identifier un client. Tu veux dire avec des champs obligatoires, par exemple ? Alors, pas forcément. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui doit s'étudier. Par exemple, si vous mettez le SIRET obligatoire, du point de vue qualité de données, ça peut être intéressant. Une fois que vous avez un SIRET, vous reconnaissez à tous les coups une entreprise en France. Le problème, c'est que si votre conseiller ne connaît pas le SIRET de son contact, d'abord, il peut y avoir des établissements publics ou des associations qui n'ont pas de SIRET, ou aussi il peut ne pas connaître ce SIRET, et du coup, il risque de vous mettre n'importe quoi dans ce champ. Attention. Ou de mettre ça sur un post-it. Encore pire. Voilà. Le CRM et Voilà, effectivement, ça peut même être un frein. Donc ça, les champs obligatoires, ça s'étudie. Alors j'ai déjà vu des projets réussis où en fait on obligeait à créer un SIRET avant de rentrer un prospect. Mais là, il faut beaucoup encadrer, il faut vraiment sensibiliser les utilisateurs. Comment retrouver le SIRET d'une entreprise donc on peut mettre à disposition des bases comme Corporama, justement pour aller chercher ces informations-là.
Donc ça peut marcher, mais voilà, il faut vraiment beaucoup encadrer les utilisateurs. Si vous n'avez pas cette capacité vraiment de les aider, de les assister sur ce genre de process, il faut peut-être oublier de saisir des infos comme le SIRET de manière obligatoire. Donc par contre, on peut les inciter à rentrer les coordonnées assez tôt, parce que c'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir rechercher un doublon. Peut-être l'adresse email, le numéro de téléphone, l'adresse postale, etc. Ça, c'est des données qu'il faut demander assez tôt dans la saisie. Et après, on va pouvoir alerter justement si on a un doublon potentiel quand on crée un enregistrement. Alors voilà pour le petit plan tactique. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser au dédoublonnage et au moteur de dédoublonnage. Évidemment, l'idée, c'est de passer à une situation catastrophique comme on a avec la petite image before, à une situation, on va dire, idéale qu'on a avec le after. Donc c'est vraiment de pouvoir détecter des données qu'on aurait en doublon et de pouvoir les fusionner. Alors quand est-ce que ce moteur de doublonnage pourrait agir ? Il pourra agir a priori, donc avant qu'on enregistre un nouveau compte ou un nouveau contact. Il pourra agir aussi a posteriori. C'est-à-dire que même si on a des alertes, etc., on peut très bien avoir soit un utilisateur qui les ignore, soit des subtilités telles qu'on n'a pas pu détecter a priori que c'était un doublon. Et donc, voilà, on peut aussi avoir un process a posteriori de vérifier les données, d'auditer les données. Et là, il faut qu'on ait quelqu'un, effectivement, qui va aller piocher dans ces données similaires et décider si ce sont des doublons ou des faux doublons. Ça, on peut conseiller peut-être aux entreprises de faire ça, je sais pas moi, une fois par an ou une fois tous les 6 mois. Je pense qu'il faut le faire beaucoup plus souvent. Il faut faire toutes les semaines. Après, ça dépend du nombre de contacts qu'on a dans la base. Ça dépend du nombre de contacts, mais je pense que c'est bien de passer, si on peut passer 1 heure toutes les semaines à vérifier tout ce qui a été créé, parce que plus vous agissez tard, plus vous risquez d'avoir des dossiers différents, des interactions, et là, voilà, vous installez vous installez dans une situation déjà qui est trop délicate. Donc, idéalement, toutes les semaines, quelqu'un peut vérifier si on a des doublons, et puis soit va agir parce qu'on voit qu'effectivement c'est des doublons certains et il n'y a pas de débat entre guillemets, ou soit se mettre en relation avec les utilisateurs et un petit peu les challenger, leur dire attention, là tu as déjà créé un dossier La Redoute, on a déjà un compte La Redoute dans le système, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc 1 heure de nettoyage par semaine. 1 heure, c'est une idée. Après, voir, vous pouvez aussi aller voir chaque semaine, et puis cette semaine, il n'y a pas de doublon créé, donc tant mieux quoi. Ouais. Mais effectivement, il faut qu'on ait quelqu'un, 1 heure, ça me paraît le temps raisonnable. Après, si on passe au-delà d'1 heure, il faut peut-être s'organiser autrement. Ok. Et puis on a le cas des imports, de toutes ces données qui arrivent dans le système. Donc il y a des données qui viennent du site web, il y a des données qui peuvent venir du back-office avec les nouveaux clients créés, des données qui peuvent venir des deviseurs, des devis qu'on a envoyés à des clients. Donc il peut y avoir beaucoup de données qui arrivent dans le CRM. Et alors dans Ideal, on a cette possibilité aussi d'agir au niveau des imports et effectivement à ce niveau-là de traiter les doublons. Donc soit on va fusionner 2 doublons évidents, soit on va pouvoir les remonter dans cet audit et là on va retomber sur le cas d'usage a posteriori. Voilà donc pour ce dédoublonnage, agir avant que l'utilisateur crée les données, après les avoir créées, mais de manière centralisée au niveau d'un administrateur, Oui. et puis après traiter le cas des flux de données qui sont importés. Ça marche. Alors maintenant qu'on a vu la tactique. Alors la solution de dédoublonnage, donc voilà, on l'a dit, elle agit à ces 3 niveaux. Sa caractéristique, c'est de pouvoir être géré par un administrateur fonctionnel. Cet administrateur va pouvoir définir des critères de dédoublonnage, l'adresse email, le SIRET, le numéro de téléphone, l'adresse postale, etc., etc. Et l'intérêt, c'est qu'il puisse vraiment les définir facilement dans l'outil. C'est pas quelque chose qui est codé en dur dans le logiciel. Voilà. J'ai déjà vu des logiciels de CRM existants qu'on a remplacés avec Ideal, où effectivement ces critères de dédoublonnage étaient inscrits en dur dans la base de données. Et ce qui fait que s'il y a des champs qui n'étaient pas utilisés, ou s'il y avait des données supplémentaires qui permettaient d'identifier des doublons, on ne pouvait pas les modifier. Voilà. Donc là, avec ce système, on va pouvoir le faire. Si vous gérez des données qui vous appartiennent, des codes prospects que vous générez quand vous émettez des devis par exemple, on va pouvoir utiliser ce genre de données pour identifier des doublons. Et l'idée, c'est qu'on puisse les définir mais avec un niveau de précision qui soit très fort. C'est-à-dire que tous ces critères, on va pouvoir les pondérer. Par exemple, 2 personnes qui ont la même adresse email, a priori, il y a quand même des grandes chances que ce soit des doublons. Par contre, 2 personnes qui ont le même prénom et nom, c'est pas certain. Des Jacques Dupont, j'imagine qu'on en a beaucoup en France. En revanche, ces différents Jacques Dupont auront probablement des adresses email différentes. L'idée, c'est du coup de définir des poids
pour chacun des critères et de les définir à la main de l'administrateur. Et puis après, on va avoir ce fonctionnement par seuil. Par exemple, deux doublons qui auront le même adresse email vont arriver à un score de 100. Donc on va dire que c'est des doublons certains. En revanche, les deux Paul Martin, on va dire que c'est pas suffisant. Et soit on va pouvoir dire que même prénom et nom, on est dans la suspicion, ou même on va dire que c'est pas des doublons et qu'il faut encore d'autres informations pour identifier ces deux entrées comme doublons. Donc en fait, on va plutôt parler de similaires entre 60 et 100. Et puis au-delà de 100, ça va être des doublons certains. Et les scores sur chacun des critères s'additionnent. Voilà, c'est bien ça l'idée. Prénom plus téléphone, mettons. Voilà, et là probablement on va être pas loin de 100. Ok. On a une demande de démo. Bon, on va faire plaisir à la petite fille. Ah, une question d'Arnaud. Hop. Oui, mais nous utilisons aussi beaucoup d'adresses mail génériques partagées par plusieurs individus. J'imagine, Arnaud, que tu parles des infos, Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Et du coup, on ne peut pas considérer l'adresse email comme étant obligatoirement un signal de doublon. Donc là, il faut peut-être mettre, si vous êtes dans ce cas-là, il faut peut-être mettre un poids à 80 en dessous des 100 en tout cas. Il ne faut pas le mettre à 100. Bon, après, ce qu'il faut, c'est étudier aussi les cas les plus courants. Mais effectivement, si vous avez plusieurs contacts qui ont ces adresses mail génériques, dans ce cas, il ne faut peut-être pas... ou alors les mettre dans un champ email différent, on va voir, mais en tout cas, il ne faut pas les considérer ça comme des doublons certains, tout à fait. Ah, tu veux dire avoir deux champs email 1, email 2 et... Ou en tout cas pour ces emails un peu génériques. C'est de l'email 2. Voilà, bon après il faut que les utilisateurs suivent aussi, donc ça faut voir si c'est cohérent par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas, dans ces cas-là, si vous avez beaucoup de ce genre d'adresses, il ne faut pas les définir comme des critères de doublonnage certains. Ah voilà, effectivement, petit retour terrain de BP2S, ils ont effectivement mis 5 champs pour détecter les vrais doublons, donc en plus de l'email. Enfin, 5 champs dont l'email. D'accord, ça peut être intéressant si vous avez des petites astuces à nous donner sur vos critères de dédoublonnage, n'hésitez pas côté de BNP, sans trahir de secret évidemment. Alors on regarde un petit peu ces doublons. À quoi ça ressemble? Ouais, alors déjà on va regarder, on a dit que ça pouvait agir au moment où on crée un contact. Donc là on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va créer par exemple un Damien Le Sage. Voilà, donc là, classique. Mauvaise pioche. J'ai créé un prénom et nom. Alors là, vous avez vu, il l'a mis en jaune. Donc, quand il met en jaune, ça veut dire qu'il propose cette entrée comme doublon potentiel. Voilà, donc là, c'est le cas classique. J'ai mis prénom et nom et il me l'a. Tu veux dire qu'on est en dessous du seuil de 100 là, dont tu parlais tout à l'heure? Ouais. Sinon, c'est en rouge? Sinon, c'est en rouge. Alors, on va faire une autre création de personne. On va créer ce même Damien Le Sage, mais on va lui rentrer d'autres coordonnées. Par exemple, je vais mettre l'email. Là, 83, hop. Et là, il me met des alertes. Alors, j'ai Gaëtan et Damien qui partagent le même numéro de mobile. Bon. Mais surtout, les alertes sont en rouge. Donc là, il me dit attention, là, on est sur un niveau de doublon potentiel plus haut parce qu'on est sur du numéro de portable. D'accord. Alors, je peux même essayer avec l'adresse email. Et ici. Et là, je vais mettre mon adresse email. Voilà, donc là j'ai deux personnes qui ont la même adresse email, du coup Idil me les remonte. Alors après je vais avoir plusieurs possibilités, je vais pouvoir dire soit je veux visualiser cette fiche, voilà, donc là si je clique sur le Damien Le Sage existant, je vais pouvoir voir un petit peu s'il s'agit vraiment de cette personne avec qui j'étais en contact. Je vais pouvoir dire ok, c'est bien ce Damien Le Sage, mais moi là je suis rentré en contact avec lui à travers une autre fonction, c'est-à-dire que c'était pas avec Blue Business, c'était par exemple avec une association dont il s'occupe et pour lequel j'ai peut-être une relation client qui va pouvoir s'installer. J'ai évidemment la possibilité de fusionner. Voilà, donc là je vais dire ok, ces données que j'ai rentrées sur Damien Le Sage, elles correspondent bien à ce Damien Le Sage qui existe dans mon CRM, donc je vais fusionner et si j'ai mis des infos supplémentaires là sur la création de personnes, il va pouvoir les récupérer. Et puis enfin, je vais dire, non, c'est des faux doublons. Des Damien Le Sage, il y en a plusieurs en France, et là, manque de chance, c'est pas celui-ci. Donc je vais pouvoir indiquer à Idil que c'est pas les mêmes, donc Idil va s'en souvenir, il va plus me les proposer, et je vais pouvoir continuer ma saisie pour créer mon contact. Quand tu dis Idil va s'en souvenir, ça veut dire qu'au moment du traitement des doublons, si je clique sur la petite flèche, là, enregistrer en faux doublon, les Damien Le Sage ne ressortiront pas. Voilà. A posteriori. Ok. C'est exactement ça. Parfait. Okay. Donc ça c'est au moment de la création. Voilà, alors, on l'a sur la création de contact, on l'a aussi sur
l'entreprise évidemment. Ici, si j'essaie de créer notre fameux Fabulous Garden, voilà, ici même chose, je vais avoir une alerte de dédoublonnage. Voilà, ça va agir exactement de la même manière. On peut mettre le siret évidemment, les coordonnées, etc. etc. Alors, ça c'est côté utilisation et au moment où on crée les contacts. Ça marche aussi quand on les met à jour. C'est-à-dire que si je mets à jour un contact et que je lui rajoute un numéro de téléphone portable, évidemment le moteur de doublonnage là va agir et va me dire attention, le numéro de portable existe déjà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ok. Alors ça c'est pour les utilisateurs. Après il y a l'administrateur, alors pour lequel je préconisais de passer un peu de temps chaque semaine et de vérifier si on n'a pas de nouveaux doublons. Et on a ces fonctions de similaire. Et là Edil va me remonter tous les doublons qui potentiellement peuvent exister dans la base. Alors même chose, on a ce code rouge et le code jaune. Donc a priori il faut d'abord s'intéresser au code rouge. Alors je peux même m'intéresser que à ceux-là, donc ceux qui sont en certitude. Donc cela c'est quand même bien d'aller voir assez souvent ce qui se passe, quoi, hein, parce que là a priori ça va être des doublons avec un grand potentiel de chance. Du coup je vais m'intéresser, par exemple là j'en ai deux, donc un certain monsieur Guardiola et Paccard, et donc ils ont le même numéro de téléphone. On est sur une base de démo, donc les données ne sont pas forcément pertinentes, mais là je vais pouvoir dire par exemple pour ceux-là, ok, je ne sais pas pourquoi ils ont le même numéro de téléphone, mais je vais indiquer que ceux-là sont des faux doublons. Voilà, donc là Edil va s'en souvenir et va plus me proposer cette entrée. En revanche, Mathilde Vautier, là, je vois, là on est a priori sur des doublons un petit peu plus certains. On va aller regarder un peu ces fiches, on va pouvoir vérifier que ces deux fiches créées sont bien les mêmes, et voilà, en fonction, soit je vais dire non c'est des faux doublons, soit je vais dire ok, je vais les fusionner. Donc là je vais cocher cette grappe de doublons. Ensuite tu as une coche par ligne là. Et voilà, ça va me permettre de dire quelle est la fiche que je vais garder en priorité. C'est-à-dire que là Edil va prendre les deux dossiers et va les fusionner. Mais on va avoir des infos qui vont être concurrentes. Et donc ça va me permettre de dire à Edil, voilà, en cas de données concurrentes, qui on doit garder. Et là si je prends celle-ci, c'est la Mathilde Vautier qui a une adresse email qui va gagner entre guillemets le combat des Mathildes. Voilà, le combat des Mathildes, exactement. Alors j'aurais pu aussi dire je vais les fusionner en fonction. Donc ça c'est si Mathilde Vautier, toujours la même chose, hein, est connue à travers, c'est une fonction au sein d'une entreprise et une autre au sein d'une association ou d'autres mandats qu'elle pourrait avoir. Si je veux les fusionner, je vais dire ok, je fusionne les Mathilde Vautier, tac, donc elles apparaissent plus dans les doublons, et après voilà, si on va chercher dans la base, je vais trouver qu'une seule Mathilde Vautier avec des données qui ont été fusionnées. Avec son mail et tout ça. Voilà. Parfait. Donc, nous avons une question sur les doublons. Tu sais, tout à l'heure, quand tu crées, tu as les possibilités, je crois que tu l'as fait avec Damien Lesage, de dire ce sont de faux doublons. Oui. Et du coup, ça a créé deux fiches. La question, c'est est-ce qu'on peut si l'utilisateur s'est trompé, ça peut arriver, hein, personne n'est infaillible, est-ce qu'on peut retrouver ces deux fiches? On doit pouvoir le faire. J'avoue qu'on n'a pas forcément la fonction là, mais on doit pouvoir le proposer. Parce qu'en fait, c'est simplement des informations qu'on a dans la base. Hein. En tout cas, c'est tracé. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va supprimer. C'est quelque chose qui est tracé. Donc, on peut pouvoir l'afficher. C'est possible. J'avoue que, à creuser. Autre question de Laurent. Y a-t-il une option pour ignorer les téléphones fixes pour la détection des doublons? Alors oui, ça je vais vous montrer après. Pas de problème. On peut considérer que le téléphone fixe n'est pas parce un que critère de souvent on a le doublonnage. numéro du standard. Donc, voilà. Ou plusieurs personnes dans le même foyer. Voilà. Ok. Après, on a une question. Est-ce qu'une fonction de tri des similaires peut être ajoutée? Alors ça, c'est une demande d'évolution qu'on a. Une de celles qui pousse le plus. Donc ça va arriver. On travaille dessus pour la prochaine version pour améliorer un petit peu l'utilisation de cette fonction similaire. Parfait. C'est reparti. Alors, ça c'était au moment de la saisie, Thomas. Ouais, alors on a vu la saisie, on a vu aussi la recherche de similaires après coup. Donc on a la même chose au niveau des comptes des entreprises. On n'a pas cette notion de fusionner en tant que fonction évidemment, voilà, on est sur des entreprises. Et puis on a cette possibilité d'intervenir sur les critères de doublonnage. Et par exemple c'était Arnaud qui voulait plus le numéro de fixe. Non, c'était Laurent. Alors Laurent, ce qu'il faut faire c'est aller dans la partie, alors géographiquement ça se trouve dans la partie automation. En revanche les fonctions de dédoublonnage sont accessibles à tout le monde, quelles que soient les licences que vous avez. Donc on va dans ce module automation, et au niveau du dédoublonnage, on va au niveau des règles.
Et là, au niveau des règles, on va retrouver, en général, on aura deux objets sur lesquels on va vouloir gérer le dédoublonnage, donc les comptes, les entreprises, et puis les contacts, donc les personnes qui sont dans la base. On va pouvoir sélectionner un de ces deux objets. Et là, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver d'abord la notion de seuil de suspicion et certitude. Vous vous rappelez, on avait les codes jaunes et rouges. Donc quand c'était jaune, c'est que le score de similitude était entre 60 et 100. Et quand il était rouge, c'est qu'il était au-delà de 100. Et maintenant, comment est calculé ce score, 60, 100 ? Eh bien, en fonction des poids qu'on aura définis au niveau de chaque critère. Tout à l'heure, on a créé un Damien Lesage. Donc on avait les mêmes prénoms et noms. Donc on avait des poids de 21 et 45 au niveau de ces deux 66. doublons potentiels. Et avec 66, on Du coup, était on bien passait entre dans le 60 et 100, on était dans le jaune. Et puis à un moment donné, j'ai provoqué une alerte de dédoublonnage Avec en ton mettant un numéro de mobile qui portable. existait déjà. Voilà. Donc là, on était sur un poids de 110. Et donc 110, on était bien Rouge. au-dessus de 100. Et donc on était dans le rouge. Pour l'email, voilà, c'est le dernier exemple qu'on a utilisé. On était à 80 et donc on était entre 60 et 100. Mais si j'avais mis l'email et le nom de famille, on aurait été à 80 plus 45, Laetitia. 125. 125, donc là on serait passé dans le rouge. Voilà pour ces critères. Alors évidemment, je peux les modifier. Par exemple, si je trouve que le nom, le poids est beaucoup trop fort, je vais pouvoir le passer à 10. On a la possibilité de les ordonner, donc ça va simplement intervenir dans l'affichage des alertes de doublonnage. Donc là, l'idée c'est d'avoir le prénom et nom en premier, voilà, ce qui permet de mieux identifier la personne. Si je veux mettre par exemple le nom avant le prénom, je vais pouvoir modifier l'ordre de sorte que ça passe dans cet ordre-là. Et puis on a ces méthodes de filtre. Alors ça, c'est des fonctions avancées qui vont nous permettre de travailler sur les caractères du prénom par exemple. C'est les CCD, les accents, les trémas. Exactement. Déjà, les accents vont être considérés comme étant la même lettre. Oui. Les tirés, on va pouvoir Les retirer. les retirer. Donc en fait, un tiré va être considéré comme un espace. Et la même chose pour les points. Donc ça, c'est plus pour quand vous créez des entreprises, par exemple. Voilà, donc tous ces caractères qui polluent un petit peu la détection de doublons, on va pouvoir un petit peu s'en passer en utilisant cette fonction qui s'appelle Simple Clean. Alors on en a quelques autres, dont une qui est assez intéressante, qui est le Phone Clean. Donc ça va être utilisé pour le numéro de téléphone. Et la même chose, les numéros de téléphone, donc vous allez pouvoir vous passer un petit peu du format de saisie du téléphone qui peut différer un peu en fonction des utilisateurs. Du coup, on va pouvoir travailler sans les espaces, sans les points, etc. Et puis on peut en créer d'autres. Alors ça, c'est plus la customisation un peu avancée d'Idyll, mais voilà, si on a des besoins très précis, on peut développer comme ça des filtres et les mettre à disposition de l'administrateur. Bon, on le voit, ça a l'air, c'est pratique à utiliser et un administrateur sans être Voilà, technique, en fait, disons, ouais, peut travailler sur ces critères de dédoublonnage. complètement. En fait, ce qui va prendre le plus de temps, après, c'est vraiment d'auditer vos données, de bien définir les poids qui vont bien, de regarder un petit peu l'état de vos doublons si vous en avez déjà, et en fonction de ça, en déduire des règles. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met des règles qui sont de plus en plus exigeantes. Donc, pas commencer avec un cas un peu comme on a mis là, ou qui est vraiment très poussé. Commençons déjà par les cas simples, le champ email, le champ mobile, et puis petit à petit, on va dire un petit peu étoffer les règles et aller chercher le prénom, le nom, voir pourquoi pas code postal et ville, compléter un petit peu cette recherche de doublons. Voilà, donc d'abord s'intéresser aux cas les plus classiques, Plus évident, et ouais. puis petit à petit rendre plus puissant cette recherche. Bon, et puis on ne saurait que vous conseillez de vous rapprocher des utilisateurs, parce que ce sont eux qui sont confrontés aux données, je dirais. Ouais, je pense qu'il faut regarder un peu au niveau des Le utilisateurs. fait d'avoir des adresses mail génériques, beaucoup, des numéros de téléphone qui sont le standard, ce sont eux qui ont les informations. Donc, Ouais. Et puis compléter ça avec un peu une étude des données dans votre base, Ouais. de regarder un petit peu comment elle est composée, de trier par exemple sur les coordonnées, voir un petit peu s'il y a beaucoup de doublons. on a une petite question. Pourquoi ne pas avoir un champ nom d'usage sur la fiche interlocuteur? Ça, c'est par exemple pour une femme qui s'est mariée et qui a changé de nom. Voilà, pour faciliter le dédoublonnage. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est des choses qu'on fait qu'on peut paramétrer dans Idyll, donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut rajouter un autre champ nom d'usage et puis après le prendre en compte dans le moteur de dédoublonnage. Donc ça, c'est pas un problème, on peut le gérer comme ça. Et l'autre question, c'est dans la fusion de fiches interlocuteurs, comment se gère le choix retenu entre deux valeurs différentes d'un même champ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est au Ouais. moment du choix de la fiche. Alors, on ne faut plus dire ça, mais ça La facilite. fiche résultante. Voilà.
Mais voilà, c'est quand on décide de quelle va être la fiche la plus forte, disons, dans le combat des deux Mathilde, c'est celle avec l'email qui a... Voilà, alors soit on fait comme ça, soit après on peut le faire aussi manuellement, si vraiment on a peur de perdre des données. Donc là, plutôt que de demander à Edil de faire la fusion, on va le faire à la main au niveau des données. Et puis une fois qu'on a nos données propres, on peut faire la fusion Edil en gardant la fiche qu'on a complétée. Ok. Juste une petite chose, là on a un certain nombre de critères, on peut en mettre jusqu'à 10 et on peut en ajouter ici à ce niveau-là. Bon voilà, 10 critères, ça fait quand même beaucoup. Oui. Mais voilà, sachez-le, on peut comme ça à tout moment ajouter des critères qu'on aurait définis. Parfait. Le moteur de dédoublonnage n'a plus de secret pour vous maintenant. Ni pour elle, la petite fille. Alors, une autre manière de travailler sa qualité de données, ça va être d'enrichir justement les informations qu'on a dans le CRM. Alors, on a plusieurs fonctions pour ça. D'abord, quand on utilise NetBusiness, on va avoir le retour sur la validité des adresses email et des numéros de mobile. Donc ça, c'est les icônes. Alors, historiquement, elles étaient avec cette petite enveloppe. Dans les dernières versions, maintenant, c'est des petites pastilles vertes ou rouges qui vont nous dire si une adresse email, par exemple, a eu des mauvais retours côté campagne digitale, et quand on dit mauvais retour, c'est qu'en fait l'adresse n'existe pas, on va le savoir, on va avoir l'info sur la fiche personne, et on aura une petite pastille rouge qui nous dira attention, cette adresse email n'existe pas. Même chose pour les numéros de mobile. Si on envoie un SMS à une personne et que on a le retour comme quoi le numéro n'existe pas, on va pouvoir le remonter sur la fiche personne. Donc ça, on travaille là-dessus avec nos opérateurs de routage. Donc pour les emails, c'est Mailjet. Pour les mobiles, c'est NetMessage. Au niveau des adresses postales, on va aussi pouvoir travailler la qualité des adresses qui sont saisies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la RNVP. Donc l'idée, c'est de restructurer, normaliser et valider l'adresse postale, de sorte qu'elle soit conforme aux données de la poste. Et après, sur le téléphone, on va pouvoir utiliser l'annuaire inversé pour créer un contact, par exemple. Donc ça marche plus pour le B2C, ça. On met le numéro de téléphone de la personne et derrière, on va pouvoir récupérer les informations qui existent sur l'annuaire téléphonique pour pré-compléter notre fiche. Comment ça marche plus précisément, l'annuaire inversé ? Alors, l'annuaire inversé, donc on travaille avec un partenaire Edil qui s'appelle Amabis, donc qui se base sur 12 sources d'opérateurs français. Donc ça fait plus de 34 millions de lignes actives. On va récupérer l'adresse postale, si on est sur une entreprise, la raison sociale, et si on est sur un particulier, le nom et le prénom. Et on peut également accéder à l'annuaire européen, dans les pays pour lesquels c'est autorisé, puisqu'en fait c'est une pratique qui est interdite dans certains pays. Par exemple en Espagne, c'est interdit. On ne peut pas faire d'annuaire inversé, on ne peut pas retrouver une personne par son numéro de téléphone. Voilà, donc c'est disponible à travers les services Premium Edil, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on vous fournisse les tarifs et le moyen d'activer cette fonction sur votre Edil. Ça, c'est l'annuaire inversé. Et la RNVP. La RNVP, donc on l'a dit, restructurer, normaliser, valider. Donc restructurer, ça va être par exemple modifier une voix qui n'existe pas, qui est mal écrite, mal orthographiée. Normaliser, vous savez, c'est respecter par exemple l'ordre des lignes, des champs dans une adresse. Voilà. Et valider, c'est simplement, ok, cette adresse, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas, ou est-ce qu'il y a un doute sur l'existence de cette adresse. Et derrière, ça c'est un champ que je vais pouvoir interroger dans Edil, et je vais pouvoir dire, je veux toutes les adresses qui sont valides, et celles-ci, je vais leur envoyer le catalogue La Redoute. Oui. Même chose, le partenaire Amabis, donc qui se base sur le service national de l'adresse, donc de la poste. Voilà, ça a plusieurs objectifs en fait. C'est déjà se conformer aux normes postales, être certain que le fameux catalogue, on reprend tout le temps cet exemple, va falloir qu'on change, s'assurer que le fameux catalogue est bien livré. Ça vous permet également d'obtenir des tarifs d'affranchissement, parce que souvent quand on fait des envois comme ça, c'est en masse, c'est pour des envois groupés, et ça va vous permettre d'avoir des tarifs qui seront les plus proches de la réalité, réduire les NPAI, n'aille pas à l'adresse indiquée, les PND. Et enfin, c'est ce qu'on a vu sur une des premières slides, c'est augmenter le ROI de vos campagnes de conquête et de fidélisation. C'est aussi un service Premium Edil. Comment ça marche ? Il y a deux manières de faire. Soit c'est interactif, donc au clic utilisateur. Ça, c'est un service Premium Edil, donc on peut vous proposer. Et donc c'est une facturation soit au clic, soit sur un lot prépayé. Et on peut aussi travailler en mode batch. Donc c'est-à-dire
qu'on va pouvoir prendre toutes les données que vous avez aujourd'hui, les restructurer et les réimporter dans Edil. Donc ça, c'est vraiment pour travailler sur toutes les données qu'on a soit dans son CRM, soit dans le système avant de l'importer dans Edil. Parfait. Le petit récap. Donc on l'a vu, quand vous êtes face à votre CRM et la montagne de données qui va être dedans, il faut avant tout que vous pensiez à la qualité de vos données. Donc il faut favoriser la recherche par vos utilisateurs, les encourager à systématiser une recherche avant de créer un nouveau contact. Il faut aider l'utilisateur dans sa saisie et lui mettre des alertes en cas de doublon potentiel au moment de sa saisie. Le moteur de dédoublonnage, vous l'avez vu, donc quelques petites choses à retenir. Donc la pondération des critères, donc ça on l'a vu, vous pouvez donner un poids différent à une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécu, enfin toutes les données qui sont dans la base. Vous avez deux notions importantes qui sont la suspicion et la certitude. Donc ça, c'est quand l'addition des critères en fait dépasse un certain seuil, vous passez en suspicion. Et quand vous êtes au-delà de 100, à ce moment-là, vous êtes en présence d'un doublon certain. Et puis, les critères intelligents. Donc ça va être tout ce qui va travailler sur les caractères. Voilà, les CCD, les accents. Les CCD, les accents, etc. Parfait. Les autres outils que vous avez à votre disposition pour veiller à la qualité de vos données, donc ça va être toper les emails et les portables qui sont en erreur. Donc ça, c'est a posteriori, parce qu'il faut qu'il y ait eu une première campagne en fait pour savoir si l'email est valable ou si le numéro de téléphone, le numéro de portable est bien valable. Vous avez également la possibilité de vérifier les adresses postales en amont, donc avec les fonctions de RNVP, et également sur le numéro de téléphone, la possibilité d'utiliser l'annuaire inversé. Ouais, puis aussi il y a une chose qu'on n'a pas dit, mais on peut aussi utiliser le connecteur Corporama. Donc vous savez, Corporama, c'est cette base d'entreprise en France et dans quelques pays européens qui va permettre en fait de créer une fiche entreprise à partir de cette source Corporama et donc de partir avec des données qui vont être assez riches et qui vont récupérer de Siret par exemple. Et donc qui va permettre quand même d'augmenter sa qualité de données assez facilement, simplement quand on veut créer une entreprise. La roadmap. Alors la roadmap, donc on travaille sur plusieurs sujets. Déjà on travaille sur une notion de récence des coordonnées. C'est-à-dire qu'on va vouloir tracer la date de dernière mise à jour d'une coordonnée, donc d'un numéro de portable, d'une adresse email. Donc là l'objectif c'est quoi? C'est simplement de s'assurer que cette adresse email qu'on a sur une fiche contact, eh bien, elle est bien, c'est bien celle de la personne, c'est bien celle qu'elle utilise encore. Donc, l'idée, ça va être de sensibiliser l'utilisateur au risque d'obsolescence. Par exemple, si un numéro de portable n'a pas été mis à jour depuis, 2 ans, eh bien, on aura une petite alerte dans Edil qui va dire attention, merci de vérifier le numéro de portable. Et là, à partir de là, l'utilisateur pourra dire ok, j'ai modifié le numéro, effectivement, il a changé. Ou alors, non, c'est bon, c'est bien le même numéro qu'on a saisi il y a 2 ans. Et donc, on va indiquer au système que, ok, on l'a vérifié à ce jour et il faudra peut-être le vérifier dans 2 ans. Il y aura moyen de choisir les critères sur lesquels on a cette petite alerte et puis de moduler la durée. Parce qu'un téléphone, un numéro de portable maintenant, avec la portabilité des numéros, je sais pas, mais il y a des gens qui changent de numéro de portable encore. Ça peut, on peut imaginer que ça puisse arriver, ou sur le numéro de fixe, ou encore sur l'adresse email, l'adresse email pro notamment. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour ce sujet récence des coordonnées. Et puis en termes d'intégration de données et de connecteurs, donc ça c'est ce qu'on a vu en deuxième partie. On travaille avec d'autres partenaires. Donc on va travailler avec DQE pour compléter l'offre Amavis. Et avec DQE, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment détecter l'existence d'une adresse email ou d'un numéro de portable au moment où c'est saisi par l'utilisateur. Et donc du coup là travailler encore plus en amont, et au moment où je saisis un portable, s'il n'existe pas ce numéro de portable, peut-être que c'est que je l'ai mal saisi, peut-être que la personne en face de moi pour une raison X ou Y m'a donné un mauvais numéro, et donc voilà, je vais pouvoir le savoir assez tôt et réagir en fonction de ça. Et puis au niveau des bases d'entreprise, pareil, on va compléter le connecteur Corporama avec d'autres partenaires avec qui on pourrait travailler. Donc même chose, DQE, Amavis ou Altares, sont probablement des connecteurs qu'on va fournir dans le futur. Bon, et puis il y avait l'élément là que tu as promis à Marie-Pierre,
Est-ce qu'une fonction de tri des similaires pourra être ajoutée? Ça, c'est prévu dans la prochaine version. Version 2009. Voilà. 2019, pardon. Vous nous avez perdu avec le PNB. Et on a une autre question. Plutôt que de devoir gérer à la main les doublons pour choisir quel champ de quelle fiche on prend, etc. Tu disais pourquoi pas faire ça à la main. Plutôt que de faire ça à la main, ne pourrait-on pas disposer d'une pop-up permettant de basculer d'une fiche à l'autre sur un même écran avec des flèches pour basculer ce qui est à privilégier? Ouais, bah ça aussi, c'est une idée qu'on a de proposer ça. Alors, pour être tout à fait franc, on a fait des tests un peu utilisateurs et ça s'est pas toujours avéré très positif. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'était utilisé un petit peu au début et puis après, au fil du temps, c'était assez rapidement ignoré par l'utilisateur. Voilà, plus par souci d'un peu de productivité, parce que ça prend tellement de temps. Donc, bon, à voir, à voir. On reste un peu en veille sur ce sujet-là. Mais bon, effectivement, c'est une fonction qui reste quand même intéressante si vraiment on veut être très très précis dans sa qualité de données. Ouais. Peut-être qu'il faut changer d'utilisateur pour les tests. C'était peut-être un problème d'utilisateur. Parfait. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci Thomas. Merci Laetitia.